une seule santé et la place des vétérinaires. Alors, je rassure, mais il y a beaucoup de gens que je connais autour de la table. C'est pas de dire que les sciences vétérinaires sont l'alpha et l'oméga du concept une seule santé. Il y a les zoonoses, il y a l'aspect environnement, etc. Il y a plein de choses, mais c'est que les sciences vétérinaires, et pour la profession vétérinaire que je représente, puisque je suis le président de la Fédération des syndicats vétérinaires de France, il y a matière, et le Covid nous l'a démontré, à ce que les sciences vétérinaires et donc les vétérinaires participent à différents étages des réflexions sur à la fois le concept et sa déclinaison. Donc, les vétos, comme marqué sur la diapositive, sont des professionnels de santé, même si officiellement on est reconnu souvent par nos pairs médecins comme tels, mais ce n'est pas dans le cadre officiel. On n'est pas des professionnels de santé. On le marque, on le maintient, on le dit, et je pense qu'on s'occupe de santé effectivement, mais on ne dépend pas du ministère de la Santé, on dépend du ministère de l'Agriculture. Mais on est quand même des prescripteurs, comme les médecins pour les animaux de compagnie, et donc de facto, il y a sur ce sujet-là des problèmes environnementaux qui peuvent être intéressants. Et puis, alors ça, j'allais dire, c'est plutôt sur le côté CLS, contrat local de santé, et sur le côté CPTS, sur le niveau CARE, j'allais dire, et là, c'est plutôt l'aspect zoonose, prévention de certaines maladies. Donc, c'est une idée que je porte au niveau national, et le réseau ISE s'en est emparé. Et l'idée, c'était comment concrètement décliner que des vétérinaires rentrent dans les CLS ou les CPTS et lever les freins et mettre les vétérinaires. Alors, ça pourrait être des vétérinaires de l'administration, ça pourrait être des chercheurs, ça pourrait être des praticiens comme moi, etc. Ça dépend un petit peu d'abord si c'est les CLS et si c'est les CPTS. Peut-être la diapositive suivante, Mathilde. Alors, bien sûr, oui, c'est exactement ça. Les cibles sont différentes sur les contrats locaux de santé. D'abord, il faut que les personnes présentes au sein des comités locaux de santé s'emparent du sujet et aient envie de développer l'aspect santé-environnement, parce que sur les autres items des contrats locaux de santé, les vétérinaires n'ont aucune compétence et n'ont pas lieu de participer à ces travaux. Et sur les CPTS, comme je l'évoquais, c'est plutôt l'aspect volet prévention, et souvent les médecins, enfin je vais citer par exemple la leptospirose, mais il y a plein d'autres maladies, les dermatophytes, les teignes, etc. Sur le CARE proprement dit, on pourrait amener notre expertise, etc. Sans parler sur les CPTS du relais que sont les vétérinaires. On l'a bien vu au moment du Covid, toutes les interrogations autour de la vaccination, ses aléas, etc. On voit bien qu'aujourd'hui, la place de l'animal de compagnie est devenue très importante. Donc, les vétopraticiens, cette fois, sont aussi un relais de messages sanitaires de prévention. Donc, CLS, il faut que les acteurs des CLS aujourd'hui disent sur le côté santé-environnement, ça serait intéressant d'avoir la vision ou l'expertise des sciences vétérinaires. Donc là, c'est vrai que, comme je vous le disais, ça pourrait être plutôt sans doute des gens, des inspecteurs de santé publique vétérinaire, ce sont des gens qui sont dans l'administration, dans les DRAF ou dans les services déconcentrés vétérinaires de l'État. Et les CPTS, c'est plutôt plus centré sur le CARE et les médecins. Mais là encore, c'est aux médecins de dire oui, c'est vrai que de travailler avec les vétos, pour nous, pour faire de la prévention, ça serait intéressant. Après, le sujet, notamment des CPTS, si on parlait par exemple des praticiens, aujourd'hui, c'est pas, comme je vous le disais, même si on est des professionnels de santé au sens, j'allais dire, générique ou académique, au sens législatif et réglementaire, on n'en est pas, bien qu'au sens législatif, on soit des prescripteurs, en tout cas pour les vétérinaires. Il faut qu'il y ait une volonté des différents acteurs, des CPTS, des CLS, de mettre les sciences vétérinaires. Les ARS pour les CPTS aujourd'hui ne sont pas demandeurs, même si j'ai pris plusieurs contacts, etc. Voilà, donc on a beaucoup brainstormé là-dessus, on a fait des cahiers de propositions
en 2020. Je pense que beaucoup d'entre vous en ont eu connaissance pour essayer de décliner le sujet. Voilà, je crois que j'ai terminé, Mathilde, peut-être, et j'ai dû dépasser les 7 minutes où il y avait encore une diapo. Merci, Monsieur Gaucheux. Non, c'est pas. Du coup, Véronique Ludini, est-ce que vous êtes prête pour prendre la parole? Vous nous entendez? Oui, oui, je vous entends. Est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est à vous. Très bien, magnifique. Je découvre les slides en couleur en plus. Alors moi, donc là, désolée, on vous fait un ruban de vétérinaire. Donc moi, je suis vétérinaire praticienne mixte comme Jean-Yves, et je suis vice-présidente du syndicat vétérinaire en charge du pôle biodiversité. Voilà. Donc, cette sensibilisation, pour nous, elle est importante à tous les étages. Si on fait un petit audit, je ne sais pas si vous l'avez fait chez vous, autour de nos amis, en tout cas, moi, il y a beaucoup de médecins qui ne connaissent pas ces notions. Il y a beaucoup de vétos aussi, de sages-femmes, de kinés. J'en parle systématiquement autour de moi et je me rends compte qu'il y a des grosses carences sur la connaissance des CLS, CPTS et du concept une seule santé. Voilà. Donc, évidemment, il va falloir infuser ça à tous les étages et tous les territoires. Et pour moi, il va falloir le faire par divers supports, quoi. C'est comme d'habitude. Quand on veut acculturer, en fait, une population, il faut faire des campagnes. Autant les médias le savent, nous, en fait, professionnels de santé, je pense qu'on est un peu mauvais pour ça. Il faut qu'on ait le nez dans des problématiques comme la Covid, comme la grippe aviaire, comme ces pandémies, pour réaliser que, alors nous, on le réalise parce qu'on est tous focus là-dessus, qu'il va falloir acculturer le plus de population. Il faut que, je veux dire, ces termes soient identifiés, je pense, par nous tous. Il faut ce fameux projet commun d'une seule santé, voilà, et que ça parle, en fait, par rapport à l'implication de tout un chacun, et grâce à des outils. Donc, c'est pour ça qu'on espère vraiment avoir ces outils de campagne qui seront des supports essentiels pour nous. Pour suivre ce que dit Jean-Yves également, il ne faut pas oublier que ce concept d'une seule santé est quand même assez jeune, à l'aune du temps que prend les changements de paradigme. C'est 2004, une volonté de l'OMS, de l'OIE et de la FAO. Voilà, c'était vraiment un défi mondial quand on a commencé déjà à se rendre compte des problèmes avec l'antibiorésistance. Et là, ça ne fait qu'émerger avec les problèmes de pandémie. Voilà. Le but d'aujourd'hui, de ces groupes de travail, c'était vraiment réfléchir tous en commun et mettre en place des fiches outils qu'on pourra partager, qui devront être pratiques, valorisantes, utiles, attractives, pour que justement les étudiants, les professions libérales, les institutionnels à tous les étages, dans tous les métiers, on se rend compte que souvent, il n'y a pas assez de discussion entre les médecins libéraux et l'institution, entre les vétérinaires libéraux et les institutions. Donc, ces fiches devront être partagées par nous tous et être utiles. Je pense que ces fiches, si on peut, outre fiches et capsules, on en parlera plus tard, peuvent être en lien avec nos logiciels métiers pour que ce soit utile. Voilà. Et par rapport à ça, vous savez, j'encadre une thèse là, sur ces fiches outils avec une étudiante d'Alfort. Mathilde est au courant, Célia aussi. On vous partagera cette thèse-là et c'est vraiment sous forme de fiches pratiques. Et puis, on espère justement avoir la possibilité de continuer ce travail, ce groupe de travail pour pouvoir brainstormer et avoir ces outils pratiques et valorisants. Voilà, on peut passer à la slide suivante. Voilà, donc qui représente exactement tous ces corps de métier. Évidemment, il faut que tout le monde, toutes les professionnels de santé soient au courant de ce concept-là pour que ça existe. Et après, ne pas se le partager dans l'entre-soi. On aimerait que justement la population soit au courant de cette transversalité. Alors, je pense que le courant écologique et les jeunes qui réalisent l'impact de l'environnement sur notre santé, les polluants, vont avoir plus d'impact, en tout cas sur les jeunes générations des nouveaux soignants. Mais il faut que ce soit partagé par tout un chacun pour que c'est une réelle utilité. Voilà, et puis les maisons de santé, les kinés, les collectivités territoriales, parce qu'évidemment, on pense toujours aux médecins, aux pharmaciens. Alors nous, on pense évidemment aux vétérinaires, parce qu'on a ces notions de médecine individuelle et collective que les épidémiologistes en humaine ont également, et peut-être parce qu'on a
ce côté environnement un peu plus marqué en faisant de la clientèle rurale et ce lien à l'écologie, voilà. Mais le but, en fait, c'est donc de cette campagne, c'est d'avoir plus tard des capsules vidéo. Je pense que ça, c'est un enjeu majeur de communication, hein, pour parler justement des termes de santé, pour parler à l'homme, à l'animal, aux écosystèmes dans lesquels nous vivons. Avoir des interviews, les recueillir et les partager. Toujours pareil, pour de l'attractivité et des choses marquantes qui vont être faciles à partager entre nous. Une des choses à venir aussi, je pense, dans tous ces items-là que l'on voit représentés, c'est à terme d'arriver à grandir ces groupes de travail par territoire, par région et intégrer des agronomes, des écologues, des biologistes. Là, on sera vraiment dans un système d'une seule santé, parce que la santé appartient évidemment aux soignants, mais à ceux qui vont préserver les écosystèmes. Et une chose très importante autour de ces fiches et de ces outils, ces capsules vidéo qu'on espère et qu'on pourra se partager et qui, j'espère, auront autant de vues que les Instagrammeurs. Il y a derrière ça une volonté commune, et dans cette volonté commune, sur les petites fiches et tous ces gens-là, j'espère également des fonds de formation communes. Voilà, c'est-à-dire que ça va passer également par ces outils médias, mais ces outils aussi d'information et du ruban pédagogique dans lequel médecins, kinés, diététiciens, sages-femmes, pharmaciens, etc., vétérinaires ont des fonds communs de connaissances dans leur formation initiale et formation continue. Voilà, pour ça me semble essentiel, et mettre en lien les ARS et nos directions de services vétérinaires qui s'appellent des DPP ou les DRAF pour avoir des actions communes et partager l'ensemble de ces outils. La capsule vidéo, pour moi, ce sera un support, je pense, qualitatif, parce qu'en lien avec les attentes sociétales, de choses rapides qui vont rentrer petit à petit et marquer les esprits, j'espère positivement. Voilà. Donc, la cible, elle est large, avec des outils qu'on veut varier et adapter en fait, au monde d'aujourd'hui également. On peut continuer. Merci Véronique. Donc, je vais reprendre la parole pour la partie qui suit. Donc, dans cette campagne de sensibilisation, comme vous l'a dit Véronique, elle s'établira donc par capsule vidéo pour les professionnels cibles, donc professionnels de santé humaine, animale, et puis également les professionnels des collectivités territoriales, élus et décideurs, et puis par affiche flyer pour le grand public. Mais finalement, on s'est aussi demandé quelle thématique serait à privilégier pour aborder une seule santé dans cette campagne de sensibilisation. Et on a choisi 2 thématiques. Donc la première autour de la consommation du mésusage des antibiotiques et de l'antibiorésistance. Et puis la seconde thématique autour de la consommation résiduelle et du mésusage des produits biocides. On sait donc, on se dit que ces thématiques-là ont un lien avec une seule santé, mais on va essayer de pouvoir en fait l'expliquer un peu plus. Sur la première des thématiques, donc la consommation, le mésusage des antibiotiques et l'antibiorésistance, on sait que l'utilisation des antibiotiques en usage clinique, finalement, est quand même une grande avancée de la médecine du XXe siècle et qui a permis notamment l'allongement de la durée de la vie, mais que ça reste une problématique de santé publique, tant en santé humaine qu'en santé animale, et puis aussi à travers son impact environnemental, notamment la problématique et l'utilisation abusive et inappropriée en fait des antibiotiques. On sait que les études montrent que dans les années 70, finalement, il y a eu le développement de bactéries multirésistantes qui sont devenues dans les années 2000 des bactéries hautement résistantes et que les perspectives à moyen et long terme finalement disent que les infections résistantes aux antibiotiques seront à l'origine de plusieurs millions de décès par an à l'horizon 2050. Donc rapidement, quelques chiffres côté santé humaine sur cette problématique-là. En 2019, dans le monde, il y avait presque 5 millions de décès qui étaient en lien avec l'antibiorésistance, dont presque un peu plus de 1 million lui étaient directement attribuables. Côté français, on se rappelle tous dans les années 2000 de la campagne Les antibiotiques, c'est pas automatique. Cette campagne-là avait permis de réduire de 15% en fait la consommation d'antibiotiques dans ces années-là.
mais on voit un rebond et 10 ans plus tard, la France, la consommation d'antibiotiques en France reste 25% plus élevée que la moyenne européenne. En 2015, il y avait des chiffres de Santé publique France notamment qui estimaient à environ 5000 décès par an en France en lien avec l'antibiorésistance. Et en 2017, la France faisait toujours partie du trio de tête des pays les plus consommateurs d'antibiotiques. Donc, on voit que cette problématique-là est une problématique de santé publique, pas uniquement en santé publique humaine, que l'on doit aujourd'hui vraiment prendre en charge et puis on doit avoir des moyens de lutte efficaces. Mais cette problématique-là nécessite d'avoir une vision globale parce qu'en effet, on se rend compte, un exemple très concret, quand on prend un antibiotique, on va avoir un effet sur la cible spécifique, donc qui est la bactérie pathogène, et puis aussi on va avoir finalement des effets sur les bactéries qui sont commensales du tube digestif, qui elles sont utiles et non pathogènes à notre flore. Et puis en troisième lieu, on aura également finalement la diffusion dans l'environnement de bactéries qui seraient porteuses de gènes de résistance. Donc, on voit finalement, à travers cette vision plus large et plus globale, l'impact que peut avoir finalement une substance et l'image des antibiotiques peut être aussi finalement corrélée à d'autres substances, comme on le verra après, des produits biocides. C'est pour ça que vraiment la lutte contre l'antibiorésistance aujourd'hui nous impose évidemment d'avoir cette vision globale et de ne pas dissocier santé humaine, santé animale et puis impact environnemental. Et je laisse la parole à nouveau à Véronique qui va nous présenter les chiffres côté santé animale. Véronique, vous avez votre micro coupé. En haut à droite, le micro, Véronique. Voilà, je ne suis pas sur mon ordinateur parce que Super. voilà, très bien. Désolée, hein. Oui, je disais que comme pour les campagnes humaines, la campagne vétérinaire a battu son plein également. Les antibiotiques, pour nous, c'est pas automatique. En fait, ces affiches sont apparues dès le premier plan éco-antibio. Le premier plan éco-antibio, c'est 2012-2016, et on en est au deuxième plan éco-antibio. Vous savez, il y a des plans nationaux, il y a des plans nationaux abeilles, il y a des plans nationaux éco-antibio. Et nous, cette année, on en est au 2017-2022. Il va y avoir une réécriture pour le prochain plan. De nos jours, à nouveau, on dit c'est les antibiotiques, pour nous, c'est quand il faut, comme il le faut, voilà. C'est des affiches que vous pouvez trouver sur le site du ministère de l'Agriculture. Tout à l'heure, je vous parlais de cette volonté de 2004 de l'OIE, l'OMS et la FAO, qui était un défi mondial justement d'une seule santé. Et en fait, ça s'est réécrit au niveau des feuilles de route interministérielles. Et c'est grâce à ça aussi, à ces enjeux de santé publique, que les ministères ont enfin communiqué. Et on crée en fait ces instances de réflexion pour essayer d'éviter justement ces antibiorésistances qui sont assez dramatiques pour les humains. Voilà. Et on sait que de plus, la recherche n'arrive plus à trouver d'autres antibiotiques. Donc, c'est hyper important. Alors, on est content des chiffres au niveau de la campagne éco-antibio parce qu'en fait, les 2 premières années, on a eu moins 20% de prescription d'antibiotiques. En 5 ans, on a eu moins 37%. En 10 ans, moins 44%. Alors, il y a eu sûrement, si on a de tels chiffres aussi, c'est peut-être qu'il y avait quelques abus et pas assez de réflexion justement partagée par manque de campagne. Et donc, les chiffres ont été très positifs et on est fiers de ça, mais je pense qu'on a tous été touchés par ça. Après, on prescrit souvent pour le nombre de jours qu'il faut, donc ça évite aussi les usages à côté et périphériques. En revanche, on a à nouveau, nous, on se rend compte qu'il va falloir à nouveau des outils, justement capsules, affiches et vidéos, parce que depuis 2020, on a une légère réaugmentation à
plus 5%, surtout sur les carnivores domestiques. Mais ça peut s'expliquer en fait par la crise Covid. Il y a eu énormément d'adoptions d'animaux de compagnie. Et vous savez que l'animal au sein de la famille est une aide dans la santé mentale, lorsque la santé de l'autre côté va moins bien. Et en fait, ce besoin justement de santé individuelle, à l'instar de l'humaine, fait que peut-être il y a eu un peu plus de consommation parce que plus d'animaux de compagnie et plus de focus et de réflexion sur la protection de l'animal qui fait vraiment partie de la famille. Néanmoins, il va falloir redonner ces règles de base quand il faut et comme il faut. On a des interdictions quand même au niveau de la loi européenne. Les vétérinaires n'ont plus le droit de prescrire de céphalosporine et de fluoroquinolone. Ça, c'est des volontés européennes. Alors, nous, on essaye de faire très attention à ça parce que si on doit en donner, c'est sous antibiogramme, évidemment. En revanche, on veut quand même garder un arsenal thérapeutique pour la santé de nos animaux de compagnie et animaux de rente. Et on doit montrer encore plus que les médecins, patte blanche, pour montrer que les choses se font de manière intelligente. Un des problèmes, c'est l'utilisation des antibiotiques de manière un peu excessive dans les pays tiers, surtout les pays d'Asie, avec le porc. Ce n'est plus le cas du tout en France, mais on reste très vigilant là-dessus. Donc, je rappelle les 2 plans éco-antibio très importants que vous pouvez retrouver sur le ministère de l'Agriculture. Et après, il y a des réseaux, justement, comme tout l'ensemble des réseaux de prévention des pandémies, comme le réseau Présode, que je ne sais pas, vous pourrez regarder, c'est avec un Z, qui parle également de l'intérêt de faire attention et d'être très vigilant par rapport au mésusage des antibiotiques. Voilà. Donc, les chiffres sont positifs. On reste vigilant avec Jean-Yves là-dessus. On espère également avoir des fonds pour des campagnes de la sorte, mais l'ensemble des vétérinaires et des filières aussi, parce que je voulais parler également des filières agricoles et des éleveurs qui sont très sensibilisés à ça, dans un marqueur positif par rapport aux consommateurs aussi, et donc de ce fait, l'implication est de tous les bords. Voilà. Merci Véronique. Sur cette slide, vous voyez un exemple en fait de campagne de sensibilisation qui avait été faite pendant un hackathon de l'ANEP, qui est donc l'association de la Fédération des étudiants en pharmacie, qui est un bon exemple en fait d'affiche liée à la consommation, de lutte contre la consommation d'antibiotiques. Donc, sur la partie suivante, Véronique, je vous laisse reprendre la parole sur les thématiques qui seront abordées dans les capsules vidéo. Avec plaisir. Juste sur la campagne hackathon de la NEP, là, c'est les pharmaciens. Je voulais dire que simplement, on se rendait compte que c'était une campagne d'étudiants. On en avait parlé ensemble, Mathilde. C'est comme quoi l'intérêt des étudiants, en fait, des jeunes générations pour ces thématiques sont quand même très importantes et ce sera à nous de les aider à les porter et de les partager à la société civile. Hein. Évidemment, c'est hyper important. Voilà. D'ailleurs, je pense qu'on va lancer une campagne comme ça chez les vétérinaires, chez nos étudiants. C'est une très bonne idée. On avait parlé également donc de l'importance de tout ce qui était ces mécanismes d'action et ces interfaces dont on parle souvent chez le médecin et chez le vétérinaire, c'est-à-dire que 75% des maladies émergentes sont issues souvent du milieu animal, hein, parce que c'est un réservoir, parce qu'on vit sur des corridors biologiques, parce qu'on a empiété sur des écosystèmes, et que outre l'usage et le mésusage des antibiotiques, il faut faire évidemment attention aux biocides, mais aussi connaître mieux justement ce lien entre les pathologies. Et on se rend compte en fait qu'il y a des choses qui sont tellement évidentes pour nous, comme la teigne, la leptospirose, la toxoplasmose, les maladies vectorielles, qui sont des fois moins connus par certains médecins de ville parce que justement la médecine est de plus en plus pointue et se spécialise et qu'il ne faut jamais perdre cette vue en fait un peu transversale sur l'ensemble des maladies. Donc, on espère pouvoir apporter une aide sur l'ensemble de ces pathologies. Donc, il y a cette fameuse thèse-là de Léa Bernard sur des fiches outils qu'on espéra être déclinées sous forme de capsules. Et les choses qui nous semblent importantes, en fait, et à partager entre médecins libéraux et vétérinaires libéraux, ce sont les informations sur la teigne, sur la leptospirose, sur la maladie des griffes du chat, sur Lyme, sur les toxocaroses et la gale, sur les échinococoses,
sur les maladies transmissibles par le lait, mais ça, il y a justement tout ce travail que l'on fait avec les filières agricoles, et remettre, on va dire, ces thématiques au sein des formations et des fiches outils pour les jeunes médecins et les jeunes vétérinaires, pour ne pas passer à côté de ces choses-là, qui sont quand même essentielles, et aussi pour ne pas diaboliser l'animal. Hein. Nous, en tant que vétérinaire, moi, des fois, j'ai un peu de mal, lorsqu'on redonne toujours ce chiffre des 75% issus du milieu animal, bah, c'est évident parce que l'homme est également un homo sapiens, et puis que la destruction des milieux a entraîné des émergences de maladies, et puis que les sélections de médicaments ou d'antibiotiques ont fait des dégâts également. Et je pense que maintenant, on est tous aptes à comprendre ça et à mieux agir pour éviter de tels problèmes. Une des fiches que l'on peut tous partager, c'est celle de la leptospirose, parce que, par exemple, il y a encore pas mal de cas de leptospirose, mais surtout dans des pays asiatiques ou par les os saumâtres chez les humains. Et chez nous, pour éviter justement l'usage des antibiotiques, les chiens, la majorité des chiens sont vaccinés contre pas mal de sérovars de la leptospirose, et le vaccin est quelque chose de positif qui n'a pas trop d'impact justement sur les antibiorésistances et qui peut être partagé par chacun de nous. Voilà. Je n'ai rien à rajouter, ou alors… C'est à toi à nouveau, je crois, là. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Allô, allô. Désolée, on a maintenant des problèmes de micro. Ah oui, j'entends. Là, vous nous entendez correctement? Ouais, j'espère. On t'entend, mais ça résonne. Mathilde, tu continues? Est-ce que vous pouvez… Moi, j'entends rien. Il n'y a plus de son. Je pense qu'il y a un problème de micro du côté de Mathilde. Ah, bah sinon, je peux continuer si elle veut, mais le temps de faire la transition. Dans le groupe, tu nous entends, Mathilde? Dans le groupe travail, on avait décidé de travailler sur les antibiotiques et les biocides. Et l'action des biocides, on s'est rendu compte que l'impact sanitaire et environnemental était énorme, il était vraiment très sous-estimé, et qu'il est non visible à court terme et non scoré. Voilà. Et qu'il impacte énormément les chaînes trophiques et environnementales. Et ce sont des projets qui sont portés, j'imagine, par les médecins, en tout cas, pareil, par la profession vétérinaire depuis longtemps, à cause de l'utilisation des vermifuges, ce qu'on appelle des anthelmintiques, et les produits, que ce soit les vermifuges ou les produits antiparasitaires pour les petits troupeaux, gros troupeaux, ou même nos chiens et nos chats. Et ces impacts sanitaires et environnementaux, et typiquement en lien avec la santé humaine, sont très importants. Voilà. Mais en principe, c'est à la mise de parler maintenant. Si vraiment ça ne fait pas qu'elle me fasse des signes de fumée, je continue. Est-ce que vous entendez? Oui, on entend. Oui, on t'entend. Oui. Bon, alors je fais quoi? Je continue ou je continue pas si elle ne peut pas parler? C'était à qui de parler normalement? C'est à Mathilde, mais en fait, on avait travaillé ensemble, donc s'il n'y a pas de micro, je vais bien faire l'animation. Elle demande que tu On est en train de continues. régler le souci. Ouais, Ah, je pense qu'elle demande que tu continues, Mathilde. C'est Mathilde qui continue? Est-ce que vous m'entendez correctement sans écouter? Il Alors, y a un écho. Oui, mais ça résonnait. Hein. Il y avait deux ordinateurs. Vas-y. Je pense que c'est le passage. Dans un message, Mathilde demande que tu continues, Véronique. Ah, d'accord. Et ben voilà. Donc le deuxième. Donc, oui, on t'entend, sinon, Mathilde. Là, ben, c'est parfait. Ah ben voilà. Si vraiment il faut, je continue, mais je préfère que ce soit qu'il fasse. Comme tu veux.
Allez-y, Véronique, on va perdre des gens sinon. Ah, d'accord, bon, voilà. Donc, c'était plus vraiment mon domaine là-dessus, mais on l'a dans les… En fait, par rapport au biocide et filières d'élimination, il y a une chose dont on a beaucoup parlé lors du groupe de travail, pour ceux qui n'étaient pas là, c'était vraiment les filières déchets, élimination, traitement. Et en tout cas, pour moi, ça m'a évoqué deux choses, l'importance des VRAC, c'est-à-dire l'importance des consignes de prescription, c'est-à-dire ramener vos antibiotiques ou vos produits non utilisés, l'importance de l'enjeu au niveau économique aussi, parce que les pollutions que génère en fait l'utilisation des biocides ou des antibiotiques dans les eaux usées et les effets à long terme justement qui sont pas scorés sur nos santé, sur la reproduction, sur la fertilité, sur des maladies neurodégénératives, pour l'instant ne sont pas bien connues. L'importance de traiter les eaux usées. Il y a une de nos collègues du groupe de travail qui était spécialiste de l'eau, et quand même c'est assez effarant de voir qu'à ce jour l'ensemble de la filière n'est pas en fait n'est pas fini complètement, et qu'on ne sait pas ce que deviennent les éléments et les émonctoires, c'est-à-dire ce qu'on va éliminer par nos urines ou par nos crottes, et comment cela va être porté. Donc un parallèle par rapport à ça, avec l'utilisation des médicaments en rural, on a des délais d'attente, je ne sais pas si vous êtes au courant, pour la viande et pour le lait, qui nous permettent de savoir combien de temps des antibiotiques vont encore être présents dans le lait ou dans la viande, ou des antiparasitaires ou autres. Et là, en fait, nous, on milite au niveau du pôle biodiversité de la profession vétérinaire pour avoir les mêmes informations sur l'utilisation des médicaments en canine, c'est-à-dire en petits animaux. Mais je pense que ce serait très intéressant de forcer nos industriels à l'avoir sur les humains, parce que dans les AMM, on sait comment peut être biotransformé un produit, mais c'est important de savoir quelle est cette biotransformation pour les impacts au niveau de l'eau. Et pareil, par exemple, sur des choses qui nous concernent nous aussi, c'est les spot-on que l'on met sur les animaux. Lorsqu'on caresse un animal, qu'on a une femme enceinte ou un enfant, il peut y avoir des influences au niveau des produits, des résistances, des développements, et c'est quand même très très important. Voilà. Après, il y a d'autres études qui ont été faites, on le sait, sur le microbiote qui est notre deuxième cerveau. Donc les antibiotiques peuvent abîmer, surtout dans des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, sur des maladies de Crohn, mais également sur des résistances internes qui vont être portées par la génétique de génération à génération. Et ça, c'est des choses qui vont toucher les gens de la recherche, mais qui sont également très importants. Alors, je ne sais pas si on pourra en parler dans les capsules, mais en tout cas, c'est utiliser les médicaments de manière positive, impliquer les industriels par rapport au délai d'attente et à l'élimination que peut donner un produit, comment gérer les eaux en amont et en aval, les déchets, et quels sont les effets à court et à long terme sur la santé et le développement embryonnaire ou même cognitif d'une personne âgée, et évidemment, toujours pareil, ce fameux microbiote. Voilà. Et il faudrait des capsules vidéo, en fait, pour tous ces angles d'approche, qui soient sur la prise du médicament, sur son déchet, sur son recyclage, et pour que l'ensemble des propriétaires d'animaux et des personnes malades se rendent compte que d'être soigné, c'est une grande chance, mais qu'il faut faire de manière raisonnée pour ne pas avoir d'impact sur les générations futures. Voilà. Sur Merci Véronique. Voilà, j'ai fait au mieux parce que en fait au début merci beaucoup. Mais voilà, merci. On va passer à la slide suivante. Alors, est-ce que là vous avez vu le changement de slide? En fait, on ne voit plus le changement de slide. Donc, on va continuer comme ça pour le moment. Là, vous le voyez. Est-ce que pour vous, vous avez un écran un peu bizarre, noir, Oui. et la slide au départ ou pas? Oui, la slide au départ, mais pas complète. Bon, on espère que ça va revenir à un moment donné à la normale. On est désolé. Donc, on continue. En parallèle de la campagne de sensibilisation, on a aussi finalement pensé à pouvoir mettre en place des outils qui permettraient en fait de renforcer cette campagne, et des outils qui sont liés aux problématiques qu'on a abordées auparavant, donc l'antibiorésistance et puis les produits biocides. Donc ces outils-là qui pourraient être mis en place en parallèle sur le périmètre en fait de la CPTS ou du CLS
pourrait être en fait lié donc à la dispensation des médicaments à l'unité, avec une compensation et un accompagnement financier des pharmacies et des pharmaciens qui seraient volontaires, une formation à l'usage des détergents et des désinfectants, comme la formation qui a pu être faite en région PACA, notamment au CH de hier, en pouvant la généraliser à la région Île-de-France et peut-être en élargissant le public cible. Et puis également, sur ce périmètre de CLS ou de CPTS, la création ou l'expérimentation de cabinets éco-responsables. Et enfin, pouvoir peut-être que les prescripteurs de soins puissent inscrire sur l'ordonnance, ramener vos médicaments utilisés, en fait, pour sensibiliser d'autant plus le grand public à cette problématique et à cette pratique qui est de ramener les médicaments qu'on n'utilise pas en pharmacie. Sur donc la slide suivante. Sur la slide suivante, donc en fait, cette campagne de sensibilisation, on a finalement pensé pouvoir l'établir en différentes phases, en se disant qu'une première phase d'état des lieux était véritablement importante pour pouvoir en fait essayer déjà de voir ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait, ce qui a marché et ce qui n'a pas fonctionné, pour pouvoir en fait réaménager un peu tout ça. Donc, ces états des lieux seraient sur 3 axes. Donc, un premier état des lieux de la campagne, les antibiotiques, pour nous non plus, c'est pas automatique. Donc, côté profession vétérinaire, une campagne qui avait été établie donc, dans le plan éco-antibio et qui était destinée donc, à la lutte contre la consommation d'antibiotiques et la lutte contre l'antibiorésistance dans les professions vétérinaires. Donc, un état des lieux qui pourrait être fait au niveau national, mais aussi au niveau régional. Ensuite, un état des lieux des attentes des acteurs concernés. Pour nous, ça nous semble essentiel de pouvoir recueillir en fait le point de vue et puis l'intérêt pour le sujet Une Seule Santé des acteurs des CLS, des CPTS, mais aussi des maisons de santé pluriprofessionnelles qui auraient pu déjà essayer de mettre en place des actions Une Seule Santé, comme la MSP de Belfort, et également des acteurs des collectivités locales et élus et décideurs. Un troisième axe pour être concerné par un état des lieux, c'est un axe qui pourrait être en parallèle, qui pourrait en fait nous permettre de renforcer la compréhension en fait des phénomènes en jeu. Et on a pensé à des études qui pourraient être faites au niveau de la médiation ou du bien-être animal. La deuxième phase de cette campagne de sensibilisation, ça va être donc la conception et le portage de la campagne. Donc, en groupe de travail, on a finalement établi que cette campagne de sensibilisation serait établie par un groupe de travail pluriprofessionnel, comme celui qui a été créé là pour ce travail, qui favoriserait donc la réflexion collective, le partage d'expériences, de connaissances, de bonnes pratiques, qui, on voit, est vraiment propice à l'émergence de solutions innovantes. Cette campagne serait donc le fruit de l'intelligence collective. Et puis, le groupe de travail a finalement pensé à sa poursuite, un groupe de travail très motivé et très engagé, et donc, en fait, a pensé donc à sa poursuite et puis à pouvoir inclure d'autres acteurs qui ont été identifiés, notamment pendant les réunions du groupe de travail. La grande question, c'est de se dire finalement qui a les moyens de porter aujourd'hui cette campagne de sensibilisation. Est-ce qu'en Île-de-France, c'est le réseau ISE ou une autre structure qui a les moyens aussi de la financer? Ça, c'est des questions qui restent à poser et surtout à savoir quelle structure va pouvoir s'en emparer. Une troisième phase, lorsqu'on aura établi en fait la campagne, donc les capsules vidéo et puis les affiches flyers, ça va être de pouvoir l'expérimenter sur des CLS et des CPTS qui seraient pilotes volontaires. On va l'expérimenter pour voir tout ce qu'il y a à pouvoir améliorer, tout ce qu'on garde, tout ce qu'on ne garde pas. On a pensé donc une évaluation de cette campagne à travers des indicateurs de mesure. Au départ, on était parti sur des indicateurs assez précis liés à la volumétrie, liés finalement à l'antibiorésistance, etc. Et puis, on s'est dit que finalement, on entrait un peu dans un travail un peu monstre et qu'on n'aurait pas le temps. Donc, on a décidé
pour ces indicateurs, on attendrait les premiers résultats du sous-groupe indicateur du groupe de suivi Une seule santé du PNSE 4. En revanche, on a établi des indicateurs à court, moyen et long terme, donc qui relèvent d'indicateurs globaux, où là, on s'est dit, en fait, ce serait peut-être intéressant de regarder le taux de vaccination et en parallèle, en fait, le taux de prescription d'antibiotiques pour risque de surinfection. Un deuxième indicateur lié au changement de pratique et de paradigme, où là, on évaluerait en fait les attentes et l'évolution des attentes des acteurs concernés, mais aussi, par exemple, le taux de déconditionnement, de vente de médicaments à l'unité, et puis, par exemple, l'utilisation et la diffusion de l'outil Calypso pour les professions vétérinaires, qui en fait est un outil, donc un outil en ligne où les professions vétérinaires doivent inscrire tout ce qu'ils prescrivent sur du coup cette plateforme. Un indicateur donc plutôt populationnel, où là on s'est dit ce serait bien d'évaluer en fait quelque chose qui est assez difficilement évaluable, c'est-à-dire l'observance, et une évaluation au niveau de la connaissance du grand public, donc connaissance aussi du concept Une seule santé, mais aussi des liens qu'on peut faire en fait entre finalement cette diversité de vivants, et puis enfin des indicateurs qui seraient propres à la diffusion de la campagne de sensibilisation, donc le nombre de clics, le nombre de visionnages, les lieux de diffusion, et puis aussi les profils des professionnels qui visionneront ces capsules vidéo, leur retour d'expérience. Et ce qui sera important aussi, c'est d'évaluer le message qu'on a voulu faire passer. Slide suivante. Donc pour terminer sur ce groupe de travail-là, avant de passer à la présentation de l'autre groupe de travail, cette diapo, cette slide, en fait, elle est pour finalement se dire qu'aujourd'hui, on voit la nécessité finalement quand on a une problématique, une question de santé, qu'elle soit de santé humaine, animale, mais aussi qu'elle soit finalement de biodiversité, par exemple, on a la nécessité de ne plus avoir cette seule vision anthropocentrée de la question et de pouvoir élargir en fait sa vision, sa focale vers du coup quel impact en fait de cette problématique-là en termes de santé animale, que ce soit les animaux domestiques, les animaux de rente ou encore les animaux sauvages, et puis quel impact en termes d'impact environnemental donc sur les milieux, que ce soit l'eau, le sol, l'air. Et se dire qu'aujourd'hui, pour avoir cette vision-là, la nécessité est de vraiment arriver à travailler ensemble, d'avoir cette approche pluridisciplinaire avec un partage d'expériences, de connaissances, mais aussi de données qui nous permettra en fait ensemble de pouvoir mieux comprendre à la fois les phénomènes en jeu et de pouvoir se dire aussi, on est ensemble des acteurs de préservation du vivant et de la santé en général. Donc, suite à cette prochaine diapo, merci Célia. Donc, comme je vous l'ai dit, la perspective de ce travail, c'est donc nous, on va l'insérer dans le cahier d'acteurs qui est sur la plateforme de concertation du PRSE 4 Île-de-France, mais également dans l'esprit One Health de mutualisation notamment des travaux. Les acteurs, les structures ou les organismes franciliens ou d'autres régions qui en feront la demande, les travaux seront partageables. Sur ce, je laisse place à un petit temps de questions et d'échanges. Si vous avez donc des questions à nous poser, c'est le moment avant de passer à la présentation de l'autre groupe de travail. On va se laisser environ 10 minutes et puis ensuite on enchaînera sur la présentation du deuxième groupe de travail en espérant qu'on aura un petit moins de problèmes Internet. Je vous remercie. N'hésitez pas, si vous avez des questions, soit à lever la main du coup et je vous passerai la parole, soit à poser vos questions dans le chat. Alors, je vois Madame Meuillard, vous voulez prendre la parole? Oui, bonjour à tous. Alors, en vous écoutant, je me posais deux questions. C'est que comme on est sur un One Health, en fait, ce qui a été traité, et bien traité, c'est la maîtrise de la chaîne de soins pour qu'elle ait le moins d'impact négatif possible sur le reste. Mais
en particulier sur la diapo, une fois dit, où vous montrez la désanthropisation, on va dire, de l'angle d'attaque. Moi, je trouve qu'il aurait été intéressant de faire valoir juste pour sensibiliser les gens, de faire valoir que l'environnement et l'état de l'environnement peut avoir un effet potentialisateur sur le One Health en général. Il y a un phénomène de rétroaction. C'est-à-dire qu'une population qui vit dans un environnement dégradé par le bruit, par un excès d'éclairage, etc., est un organisme fragilisé. Ça se traduit par plusieurs choses, mais ça peut aussi se traduire par une diminution de l'immunité. Et donc, indirectement, ça induit peut-être une demande croissante en substances actives. Et du coup, s'instaure un cercle vicieux où, par la chaîne de soins, on traite une temporalité immédiate de court terme, éventuellement de moyen terme, et où, de fait, on ne traite pas l'ensemble du problème qui est aussi lié à l'accroissement de nuisances néfastes à la santé. Alors, j'ai bien compris que les questions centrales ne concernaient pas ce sujet, mais ce serait peut-être l'occasion de replacer le thème central dans l'environnement One Health. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Madame Heuillard? Oui. Madame Heuillard, vous m'entendez? Oui. Oui, je suis complètement d'accord, mais je pense que pour arriver, parce que c'est évident, hein, nous, on travaille énormément sur justement les préservations écosystémiques, et c'est évident que les systèmes et les endroits où on vit ont des déterminismes sur notre santé, outre la génétique, mais le milieu de vie est important. Mais je pense que pour arriver à quelque chose de concret dans un premier temps, voilà, le choix a été fait d'un focus sur la prescription et sur des choses, on va dire, plus facilement scorables, parce que la maîtrise du milieu, elle dépend de tellement de facteurs, et si déjà on arrive à faire coordonner l'ensemble des ARS, l'ensemble des professionnels de santé et les professionnels de santé humains et vétérinaires, et après on pourra y adjoindre justement, j'en ai parlé tout à l'heure, les écologues et les biologistes, on pourra réfléchir à ça de manière complètement transversale, et même les architectes et autres, puisque tout est lié, mais pour arriver à avoir quelque chose, on va dire, de scoré, d'avancé, qui puisse mettre en place justement des fiches outils, des capsules vidéo et des campagnes de sensibilisation, ça passera par ce levier-là. Et après, oui, ça j'ai bien compris. C'était juste, je me demandais si on ne pouvait pas commencer à imprégner les gens de cet aspect-là aussi. C'est tout. Et il n'était pas question d'agir là-dessus, mais juste de le signaler en tant que contexte. Après, c'est pas. Voilà, c'était juste une remarque. Mais je pense qu'on est tous persuadés de ça. Et quoi, là je prends la parole parce que je me dis que si on n'a pas des choses peut-être plus facilement scorées avec un but déterminé, on risque de se diluer, et que vaut mieux qu'on fasse ce qu'on maîtrise, et peut-être en effet en background, on est ça comme évidence, d'où la planète qu'a décimé. Je vais te sonder sur un truc. Ouais. Tu es pressé? Non, je reviens dans le bureau. Vas-y, tu reviens. Peut-être Mathilde et Célia, vous pourrez plus répondre à ça, mais je pense que c'est partie du contexte justement de la démarche One Health. Ou Sébastien. Alors, je crois que Célia et Mathilde ont des difficultés pour entendre les échanges.
elles ont laissé un message pour dire qu'elles n'entendaient pas. Donc, nouveau, mince. j'ai peur qu'on les ait perdues. Du coup, je me permets de prendre la parole, Nicolas Herboto. Je suis en train de vérifier toutes les possibilités qu'on a sur un nouveau projet qui devrait arriver. Ouais. Alors, il y a quelqu'un qui parle. Ouais, je suis en train de regarder la planif. Déjà, en termes de compétences, je pense que tu serais potentiellement capable de le faire. C'est pour un nouveau partenaire. Madame la Aguilar. Direction régionale de Oui, il y a l'environnement. quelqu'un qui n'a pas coupé son micro là. Ils ont une grande priorité éco-phyto, réduire les produits, le niveau de produits phytosanitaires, surtout dans les zones de captage de l'eau pour la population. Et donc, ils avaient de l'argent, ils voulaient nous passer. Et là, on a travaillé sur un accord de quel projet faire. Ce serait une grande étude l'année prochaine. Oui. Je crois que le micro est coupé, mais je ne suis pas sûre de la personne. Oui, je crois que le micro a été coupé, puisque c'était la partie où Véronique et moi, on était censés répondre un petit peu aux questions. Il y avait monsieur... Qui c'est qui vient de prendre la parole là, qui souhaitait... Monsieur Herboto, donc... Allez-y, monsieur Herboto, on va essayer de gérer ça. Bon, du coup, là, déjà, un grand merci pour tout ce travail. Là, vous avez vraiment tiré le fil sur toute une action qui peut être intégrée dans le PRSE. Je pense qu'il y a vraiment des choses qu'on pourra, en tout cas, regarder avec attention. Il y a quand même la question de comment ça interfère. Est-ce que vous nous entendez correctement? À nouveau, oui. Oui, on entend, monsieur, on vous entend, Mathilde, et monsieur Brunetto est en train de parler, là, il avait une question. Donc, super. Du coup, je vous laisse 5 minutes d'échange de plus, on règle les soucis, allez-y, posez vos questions. Très bien. Donc, du coup, ce que je voulais évoquer, c'était il faudra faire attention à la façon dont ça interfère avec les plans nationaux antibiotiques. Je pense qu'il y a des actions qui sont au-delà de ce que pourrait être intégré dans le PRSE. Là, sur la prescription à l'unité des antibiotiques, c'est clairement pas quelque chose qui peut être porté dans le cadre du PRSE, mais c'est vraiment intéressant de voir justement comment on pourrait faire des liens avec d'autres dispositifs pour que ce soit effectivement une action qui va dans le même sens dans l'ensemble du sujet. Donc, moi, là-dessus, je trouve qu'il y a vraiment de la matière à exploiter. Et pour le coup, là, sur les capsules vidéo, j'avais quand même la question de savoir à qui vous souhaitez les adresser. J'ai l'impression que parfois, c'est pour les professionnels de santé, parfois pour le grand public. Mais pour le coup, là, il y a sûrement des choses à structurer. Alors, c'est encore trop tôt, hein, évidemment, pour avoir une vision totale de ce qui doit être fait. Mais en tout cas, nous, on travaille déjà avec une association, la pédagogie numérique en santé, où on fait un certain nombre de vidéos sur les sujets de santé environnement. Et probablement qu'on pourrait déjà avoir une première approche sur ce sujet-là, sans attendre que le PRSE 4 soit finalisé. Mais on pourrait peut-être déjà avoir une première vidéo qui est alors plutôt à l'attention des professionnels de santé, pour le coup, mais qui pourrait être intéressante à développer par rapport à tous les sujets que vous avez évoqués pour ces capsules vidéo. Alors moi, je vais répondre, je vais laisser Véronique. Véronique, je vais te laisser répondre sur les capsules, mais je vais répondre sur le premier point, éco-antibio et les autres plans. Alors, par exemple, sur les biocides, ce qu'a évoqué Véronique, aujourd'hui, cet item-là est repris dans des actions très spécifiques du PNSE, hein, du PNSE 4. Donc, ça va se décliner de ce côté-là, même si ça n'empêche pas que, puisque les CLS ou les CPTS peuvent être des outils territoriaux plus spécifiques et plus en territoire, de les reprendre. Après, sur les capsules, mais Véronique sans doute précisera, il me semble que en fait, c'est un peu des capsules mixtes. On a besoin, nous, pour décliner le concept One Health, de convaincre, mais les gens qui sont autour de la table aujourd'hui en sont convaincus, mais on voit bien qu'on a besoin quand même,
encore de le décliner, donc de convaincre des décideurs ou des acteurs. Mais il y a certaines capsules sur, bon, on reprend souvent le super message en humaine qui avait été porté il y a quelques années, les antibiotiques, c'est automatique, etc., qu'on a un peu décliné en médecine vétérinaire. Donc ces capsules, elles ont un intérêt pour les décideurs, mais elles ont aussi un intérêt pour le prescripteur si c'est un médecin, pour le prescripteur si c'est un véto, pour les professionnels, mais aussi pour le grand public. Enfin, peut-être que Véronique, tu n'as pas la même analyse que moi. Non, ben, pareil, ben, c'est ce que j'étais en train de noter. Les capsules vidéo dont on a parlé dans le groupe de travail, a priori, c'est vraiment pour le grand public dans des campagnes de médiatisation qui pourront être relayées justement par les professionnels de santé, puisque l'idée, c'était d'en mettre, par exemple, sur des arrêts de bus, qu'il y ait des QR codes, où les gens peuvent flasher avec leur téléphone et regarder une petite capsule rapide de 15 à 30 à 60 secondes selon les items, que les professionnels de santé peuvent partager entre eux, mais que l'information soit agréable et partageable facilement pour que justement ça entre dans les consciences et un niveau d'acculturation de ces notions-là pour tout un chacun, quoi. Et après, les fiches outils, ça sera peut-être un peu plus technique selon les spectres et selon qu'elles s'adressent à des médecins ou à des professionnels de santé différents. Mais la capsule vidéo, c'est vraiment campagne grand public, parce qu'il n'y a que les campagnes grand public pour montrer leur efficacité, en fait, lorsqu'on veut changer un paradigme et un mode de fonctionnement, quoi. Je peux dire un mot? Vous m'entendez? Oui, c'est qui? C'est Pierre Souvé à l'appareil. Ah, c'est bien ce qui me semblait. C'est des questions pour M. Herbretot concernant l'éventuelle redondance avec les plans nationaux. Donc j'ai une question, il y a le rapport interministériel, je cite, sur l'évaluation et la prévention de l'actualisation de la feuille de route sur l'antibiorésistance, auquel j'ai été auditionné, comme sûrement d'autres ici. Et ce rapport, en fait, est sorti, et a été rendu au ministre en mai 2022, et il n'est pas public pour l'instant, il n'a pas été communiqué, ce qui en a interpellé certains, alors que d'habitude, ces rapports étaient systématiquement mis, et c'est comme c'est un rapport d'actualisation sur l'antibiorésistance. Donc, est-ce que vous avez réussi à avoir ce rapport qui est sorti depuis, en fait, qui a été remis au ministre depuis 4 mois? Alors, si c'est à moi que vous posez la question, non, parce qu'on n'est pas au ministère et tout dire, je n'ai pas connaissance de ce rapport. Donc, nous venons de relancer justement le ministère, Mme Couder et autres, pour essayer de l'avoir, puisque, à titre habituel, les ministres le laissent, le diffusent dans la société, quoi. Voilà, je le résume comme ça. Au niveau du ministère de l'Agriculture, il y avait une conférence le 7 mars qui reparlait justement des feuilles de route interministérielles et d'une seule santé. Mais ça a été partagé sur le site du ministère et je ne sais pas ce qu'il en est du ministère de la Santé. Voilà. Nous, on suit absolument le ministère, toutes les informations du ministère de l'Agriculture et justement, on œuvre avec Jean-Yves pour essayer d'avoir plus de transversalité entre le ministère de l'Environnement, où moi j'interviens aussi, et celui de la Santé et celui de l'Agriculture, quoi. Ce qui semble toujours très compliqué. La question, c'est voilà, le sujet une seule santé, c'est ce côté interprofessionnel, interministériel qui voilà, va soulever effectivement des vraies questions et notamment l'introduction dans des contrats locaux de santé. C'est clairement pas, je pense, naturel par rapport à l'essence même des contrats locaux de santé, qui est un contrat entre l'ARS et la collectivité. Donc, du coup, il faudra aussi trouver les modalités pour tester ce type de dispositif. Je pense qu'il y a peut-être plus de facilité, mais je ne les pratique pas auprès des CPTS, de pouvoir justement mieux intégrer la profession vétérinaire dans ces conférences de territoire. Mais du coup, ça me paraît moins naturel sur les CLS, en tout cas.
Non, mais alors, je réponds, vous avez tout à fait raison, hein. D'abord, que ce soit CLS ou CPTS, il faut que les acteurs actuels, et c'est un peu l'idée de ce que s'est emparé le réseau ISE, etc., pour faire le joint sur One Health. Mais si ces acteurs-là n'identifient pas l'intérêt pour eux de mettre en œuvre, j'allais dire, le concept une seule santé, biodiversité, etc., ça ira pas plus loin. Sur les CLS, c'est la partie environnement, où les vétérinaires, que ce soit dans l'élevage, ou que ce soit, comme Véronique l'a dit, sur certains biocides pour les animaux de compagnie, etc. Si ces acteurs-là identifient un besoin, et nous, on l'identifie, hein, on pense qu'on peut vraiment apporter une valeur ajoutée, mais c'est à ces acteurs de dire, ah, sur le volet environnement, il nous faut les sciences vétérinaires, donc c'est qui, c'est quoi. Sur les CPTS, je vous rejoins aussi, c'est sans doute plus facile. On a un peu déjà travaillé avec PACA sur le sujet, mais là encore, il faut qu'on convainque les médecins. Bon, des médecins comme Pierre Souvé, bien sûr, son association en sont convaincus, mais que, comme le disait Véronique, par exemple, en parlant de la leptospirose, etc., qu'on peut faire de la prévention. Donc, il faut que ces acteurs-là disent, ben, sur certains volets, sur la toxo, sur la lepto, ou pourquoi pas sur l'environnement aussi, sur les biocides, on a besoin des sciences vétérinaires, donc on a besoin des professionnels vétérinaires. Mais avant tout, c'est aux acteurs actuels des CPTS, et donc là c'est plutôt l'ARS, et des CLS, là c'est pas que les ARS, soient convaincus. Je ne sais pas aujourd'hui, pour travailler au sein du réseau ISE, je vois bien que ça percole, comme on dit, on voit bien, les gens comprennent bien l'intérêt. Je ne sais pas si ça a percolé à tous les étages de tous les acteurs du territoire. Je me permets de rebondir sur ce que dit Jean-Yves Gauchot, c'est toujours Pierre Souvé. Je vous rappelle que pour que l'ARS soit vraiment convaincue, la leptospirose, il y a un vaccin. La méningoencéphalite attique qui est en train d'exploser sur l'Europe de l'Est, qui est à nos frontières, il y a aussi un vaccin. Et sans parler de l'antivirus, etc. Donc, ce lien vétérinaire dans les CPTS me paraît extrêmement important. J'ai quelques exemples de retard de diagnostic de fièvre hémorragique à hantavirus parce que, évidemment, personne n'était informé, mais les vétos le savaient. Donc, il faut vraiment, je l'ai dit hier au PNSE 4 à Une Seule Santé, il faut vraiment que les vétos, et là, en Ile-de-France, c'est l'occasion de faire cette première expérimentation. Oui, on a une plateforme, nous, je vais voir si je peux vous mettre le lien, qui est une plateforme de surveillance. Nous, on la partage avec nos étudiants. La plupart du temps, ce sont les vétérinaires mixtes et les agents des DPP qui partagent ça. Mais moi, j'essaye de le partager également à mes confrères vétérinaires canins de la Côte d'Azur, que je suis installée dans le 06, mais en montagne. Et c'est la plateforme ASE. Sur tout ce qui est épidémiologie, je pense que ça vaudrait le coup de vous partager ça au niveau des CPTS régionaux, parce que c'est des réseaux d'alerte, justement, sur l'ensemble des maladies vectorielles ou autres. Voilà. Merci beaucoup. Et nous, parce qu'on est en alerte, voilà, ça... Merci beaucoup. Vous nous entendez correctement cette fois-ci? Oui, Mathilde, on t'entend. Excusez-moi, j'avais levé la main. Est-ce que c'est possible que juste je complète Alors, peut-être une dernière question, une dernière réponse, et puis après, on passe à l'autre groupe de travail, histoire de rester à peu près dans le temps imparti. Je vous remercie. Allez-y. Oui, très très rapidement, Nathalie Jiménez, merci à tous pour cette présentation. Là, je vous apporte un peu le regard des sciences de gestion du côté des entreprises, et juste dans la perspective de l'enjeu de faire le lien entre tous les plans et aussi évidemment les lois en cours. Je voulais juste faire aussi la loi AGEC pour les industriels qui aujourd'hui sont en négociation sur la des médicaments à éviter. Et donc, ne pas oublier aussi que les industriels sont aussi poussés par d'autres lois, notamment la loi AGEC. Voilà, juste pour vous rappeler ça. Donc, effectivement, faire des ponts et des liens, mais vous pourrez compter sur moi pour vous accompagner s'il y a besoin sur ce sujet-là. Voilà, c'était juste ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Jiménez, pour cette intervention. Alors, j'espère que l'ensemble des questions ont été posées. Surtout, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous les envoyer du coup par mail ou dans le chat et on essaiera d'y répondre a posteriori. On vous enverra des réponses et puis on enverra des réponses aussi à l'ensemble des personnes qui sont connectées aujourd'hui.
Sur ce, on va passer donc à la présentation de l'autre groupe de travail, donc autour de l'appel à manifestation d'intérêt, cohabiter avec la nature pour une meilleure santé. Et pour la présentation de ce groupe de travail-là, je laisse la parole à Alban Narbonne. Merci Mathilde. Bon, les joies de la visioconférence, hein, on voit que tout se passe bien aujourd'hui. Donc je suis avec toi par la pensée Mathilde et j'espère que ça va bien finir. Du coup, bonjour à toutes et tous, merci d'être présents pour cette restitution. Donc voilà, on vous a présenté les résultats du premier groupe de travail et donc moi je vais m'atteler à vous présenter les résultats de l'autre groupe de travail qui était en fait, qui avait pour objet l'élaboration d'un appel à manifestation d'intérêt, cohabiter avec la nature pour une meilleure santé. Alors simplement juste sur le contexte, l'idée un peu qui nous a conduit dans nos réflexions, c'est l'idée de se dire que ce mot d'ordre One Health, c'est un mot d'ordre qui vient toucher de très nombreuses thématiques, qui est très très large, ça a été déjà évoqué avant par les différentes interventions, et ça recoupe notamment de nombreuses compétences et de nombreux axes des politiques publiques, notamment des politiques qui sont déployées par les collectivités territoriales, à différents stades, à différents niveaux, que ce soit dans l'aménagement, la planification, la recherche, enfin voilà, les politiques publiques au sens large. Et donc, il y a plusieurs leviers pour les collectivités territoriales pour se saisir des enjeux One Health. Et c'est justement dans cet esprit-là, dans ce sens-là, qu'on a essayé de construire cette AMI, en disant que les collectivités territoriales sont des acteurs clés pour la mise en œuvre de politiques One Health, parce qu'ils ont la capacité d'agir sur de nombreux déterminants de la santé et donc de nombreux déterminants qui sont reliés à ces enjeux One Health dont on parle depuis tout à l'heure. L'objectif général de cette AMI, c'était donc d'objectiver une des traductions opérationnelles possibles de l'enjeu Une seule santé sur le territoire francilien, mais pas que, on le verra un peu plus tard, en accompagnant des porteurs de projets qui expérimentent ou qui souhaitent expérimenter cette traduction du mot d'ordre One Health, du mot d'ordre Une seule santé sur leur territoire. Au niveau des enjeux, on a donc deux objectifs opérationnels que vous voyez rappelés ici. D'une part, favoriser l'engagement citoyen en faveur d'une seule santé, et d'autre part, repenser les territoires au travers des enjeux Une seule santé. Pour expliciter un peu plus ces deux enjeux, pour le premier objectif opérationnel, donc favoriser l'engagement citoyen en faveur d'une seule santé, les enjeux, qui seront d'ailleurs précisés par la suite par Pascal Poulain de Citalios, qui reprendra la parole après moi. On avait ici ciblé plusieurs axes d'entrée, notamment la question des sciences participatives, la question de l'éducation à la nature et à l'environnement dès le plus jeune âge, la question de la participation citoyenne, notamment à ces travaux Une seule santé dans les territoires. Donc ça, c'est pour le premier objectif, favoriser l'engagement citoyen. Et puis pour le deuxième objectif, repenser les territoires au travers des enjeux Une seule santé. Dans les échanges qu'on a eus, en fait, au début, on avait surtout une réflexion sur l'urbain, la ville. Donc on était dans cette idée, voilà, de repenser cette idée de la ville au regard du mot d'ordre One Health. Mais on s'est vite rendu compte qu'il y avait un petit biais francilien et peut-être même parisiano-centré dans nos réflexions, et on s'est dit qu'il fallait élargir un peu notre focale, intégrer aussi dans nos réflexions des territoires plus ruraux, plus agricoles, parce qu'en Île-de-France, on a aussi des territoires ruraux et des territoires agricoles. C'est presque 50% de la surface du territoire régional en vérité. Et donc du coup, voilà, on est sorti de cet angle un peu trop urbano-centré, si je peux me permettre ce néologisme, pour un peu plus penser dans une logique qui au final est une logique qui correspond bien à l'esprit de One Health, c'est-à-dire une logique de continuité entre du plus rural au plus urbain, avec cette logique de marge, de frange et de continuité en fait de l'urbain vers le rural. Même si voilà, on pourrait même remettre en cause cette dichotomie urbain-rural. Voilà, on n'est pas là pour faire un cours de philosophie. Du coup, on peut passer, je pense, Mathilde, à la slide suivante, si tu veux bien. Alors, je ne sais pas si c'est moi qui ne la vois pas. Elle va arriver dans quelques secondes. On a juste un décalage au niveau du temps, mais elle est passée. Ok, très bien. Du coup, je vais y aller de tête. Et c'est pas vrai, c'est pas de tête parce que j'ai mes notes à côté, rassurez-vous. Les échanges qu'on a eus dans ce groupe de travail nous ont permis de dégager un certain nombre de fils rouges au cœur de cette AMI. Donc, premier fil rouge, c'est le caractère fédérateur de l'AMI qui doit être essentiel. Il faut que ça favorise la diversité des initiatives, le décloisonnement des secteurs d'activité, le partage d'expériences et de bonnes pratiques, la montée en compétence de l'ensemble des acteurs et des parties prenantes, la capitalisation des projets lauréats,
au sein même de ce processus de l'AMI et par toutes les structures lauréates entre elles et au-delà de ces structures. On avait également l'engagement citoyen en faveur d'une seule santé dès le plus jeune âge et tout au long de la vie qui est au cœur de la démarche, comme on l'a vu avant. Voilà, très bien, merci, je vois la slide. Donc l'engagement citoyen, voilà, en faveur d'une santé dès le plus jeune âge. Cet AMI, en fait, il envisage un certain nombre de points, notamment la mise en évidence d'une continuité entre des actions ou des projets qui seraient portés dans un territoire et les territoires de proximité. Donc on revient sur cette logique de continuité et de marge entre les territoires. La mise en évidence également des liens qui existent pour un projet ou une action entre santé humaine, santé animale, santé végétale, de l'environnement. Ça pourrait, par exemple, se traduire par des études d'impact. Et différents types d'accompagnement seront proposés. Sur ces différents types d'accompagnement, je laisserai Pascal Poulain vous les présenter un peu plus en détail. Mais voilà, différents types d'accompagnement en fonction des besoins, de la nature des projets et bien sûr de la typologie des porteurs de projets. Enfin, un dernier point que je voulais signaler, c'est la question de la pérennité des projets et des actions sur le long terme. Bien sûr, on a pensé cette question-là, notamment à travers tout ce qui concerne la valorisation et la capitalisation des projets portés dans cette AMI et des indicateurs de mesure qui seront également précisés dans la partie suivante par Pascal Poulain. Voilà, Mathilde, j'ai essayé de faire vite pour rattraper le temps et je crois que c'est le moment où je laisse la parole à Pascal Poulain pour enchaîner. Merci Alban. Et la slide est passée. Allez-y Pascal. Merci, c'est ce que je voyais. Sinon, j'allais vous proposer voilà, de projeter aussi le support, enfin, si ça peut être plus simple. N'hésitez pas en tout cas à demander pardon, pour qu'on prenne le relais voilà, sur le support. Merci beaucoup. Donc, sur quelle est la nature des projets éligibles, hein. Donc, en fait, elle est très variée, hein, puisque forcément, de par cette approche transversale globale One Health, on touche une multitude d'acteurs possibles, hein, et qui, je rappelle, en fait, peuvent s'inscrire dans les deux objectifs, donc favoriser l'engagement citoyen en faveur d'une seule santé, repenser les territoires, hein, également au travers de d'une seule santé. Donc, on peut avoir des projets d'aménagement, de construction, de planification, de participation citoyenne aussi, de sensibilisation dès le plus jeune âge ou de projets de recherche. Donc, en fait, finalement, ce sont des projets suffisamment larges. En tout cas, c'est on va dire un cadre suffisamment large pour pousser à l'innovation et impulser des actions qui ne seraient pas réalisées sans cette AMI, hein, que ce soit par des collectivités, des chercheurs ou des associations, mais ça on reparlera finalement du public aussi, de ceux qui sont ciblés par la suite, et ça fait partie d'ailleurs d'une annexe au document. Dans tous les cas, voilà, ces projets devront tenir compte des fils rouges qui ont été mentionnés juste avant par Alban. Plus concrètement, donc on a identifié quelques exemples de projets éligibles, hein. Ce n'est pas exhaustif, hein, mais ça permet en tout cas de voir quelles catégories peuvent être touchées, hein, et ça a été identifié par le groupe de travail. Et ce qui était intéressant d'ailleurs, c'est qu'on venait de secteurs professionnels très différents, donc c'était assez enrichissant aussi par rapport au type de projet que chacun pouvait identifier, hein. Donc, on a des projets d'aménagement et de construction, comme je le disais. Donc, on va avoir, par exemple, de la végétalisation d'espaces publics dans les villes ou en milieu rural, puisque, comme le disait Alban, effectivement, pas que centré sur l'urbain. Et donc, qui permettent d'avoir cette approche One Health en étant, par exemple, un îlot de fraîcheur ou un lieu pour la biodiversité ordinaire, hein. On peut toucher aussi, du coup, de cette manière, les reconversions de friches, avoir des actions sur le confort acoustique, le retour de la faune, hein. On peut avoir aussi une autre catégorie de projets, toujours dans les projets d'aménagement, de construction, des projets valorisants et ou en synergie avec des dispositifs existants tels que l'Atlas de biodiversité communale, hein. Ou par rapport au dispositif aussi territoire engagé pour la nature, hein, qui bénéficie d'un accompagnement technique, hein, pour une meilleure intégration de la biodiversité, hein. On a des outils en développement, en lien avec des outils en développement, pardon, des guides de ressources, hein, par exemple, où on peut avoir aussi des projets de transition agroécologique, comme des projets de plantation de haies, d'agroforesterie, hein, pardon. Comme j'essaie de me dépêcher, j'essaie de ne pas manger les mots au passage, hein.
Voilà, donc sur cette catégorie, c'est ce qu'on a identifié. Alors, comme on a peu de temps, Mathilde, est-ce que je développe autant en détail les autres projets, hein, ou est-ce que c'est toujours bon par rapport au timing? Parce que je peux juste les lister, mais en tout cas, on les retrouve en annexe, hein. Vous pouvez rapidement les lister si vous voulez et juste en dire un exemple à chaque fois. D'accord. Merci. Donc, on a en effet, comme je le disais, des projets de planification. Donc, par exemple, ça peut être notamment tout ce qui prendrait en compte les différentes trames vertes, bleues, brunes, noires, notamment dans la révision des documents d'urbanisme. Pour information, on a le STRIF environnemental qui est en cours de révision aujourd'hui. On peut avoir des projets donc favorisant la sensibilisation, la formation et la participation, comme j'indiquais. Donc, ça peut être des projets concertés et donc de participation citoyenne, le développement de citoyens sentinelles, par exemple. On peut imaginer aussi toucher des projets favorisant la sensibilisation, la participation de la population dès le plus jeune âge, donc à travers l'éducation à la nature et au vivant. Avec des classes biodiversité, des aires éducatives. On peut avoir aussi des outils pédagogiques d'éducation justement à la nature. Et le dernier axe, c'était les projets de recherche et d'innovation. Donc, ça peut être des projets de recherche participative ou des projets de thèse ou universitaires, par exemple. Je n'ai pas listé l'ensemble des projets, encore une fois, voilà, mais c'est inscrit dans le document en annexe. Et donc, on a une multitude de projets éligibles, possibles. Et en face, on a identifié aussi différents types de leviers d'action efficaces pour nous, en tout cas pour cette AMI, au vu à la fois de la diversité des projets éligibles, mais qui peuvent également être adaptés en fonction des besoins, de la nature des projets et des porteurs de projets. Et donc, ce qui avait été mentionné juste avant, c'est que l'un des fils rouges, c'était justement la montée en compétence de l'ensemble des acteurs. Et souvent, d'ailleurs, c'est cette multitude de types d'accompagnement qu'on retrouve dans d'autres appels à manifestation d'intérêt. Et c'est tout l'intérêt, d'ailleurs, d'avoir cette complémentarité entre, d'un côté, l'aspect financier, donc le soutien financier qui est un levier important, mais pas uniquement, recherché par les porteurs de projets. Alors, la slide est partie déjà, mais on a l'aspect technique et méthodologique, la formation, et puis la capitalisation, la mise en réseau avec le partage d'expériences, là aussi souvent qui est un plus dans le cadre de ces appels à manifestation d'intérêt, puisque c'est l'occasion aussi de partager les bonnes pratiques et les expérimentations qui peuvent être mises en place. Donc, au niveau des mots-clés de cette AMI, alors en fait, ce sont des mots-clés qui ont été identifiés pour guider cette AMI, pour encadrer la démarche. Donc, on a l'équité et la continuité. Donc, c'est une attention particulière qui est portée, d'ailleurs, comme l'indiquait Alban tout à l'heure, à la fois à l'équité des territoires dont seront issus les projets lauréats, donc urbains, périurbains, ruraux, agricoles, et à l'équité de la nature des projets lauréats aussi. Donc, ça veut dire qu'on va toucher différents types d'acteurs, associatifs, publics, donc avec les collectivités, par exemple, parapublics, privés. Et c'est là où un sujet qui est remonté, c'est attention aux conflits d'intérêts qu'on peut avoir si ce sont des projets privés. Et puis un dernier type de public aussi qui peut être ciblé, c'est scientifique universitaire. Un autre mot-clé qui nous apparaissait important, c'est l'accompagnement, donc permis par cette AMI, comme je disais tout à l'heure, qui sera adapté aux besoins des structures porteuses. Et l'objectif, c'est surtout de toucher des structures peu outillées en termes de moyens financiers, techniques ou humains, et donc d'avoir un accompagnement plutôt sur le long terme pour favoriser la montée en compétences. L'innovation, donc comme je le disais, voilà, on est justement sur un cadre aujourd'hui défini, mais assez large pour permettre cette innovation aussi, qu'elle soit technique, méthodologique, organisationnelle,
différents types d'innovation, l'essentiel étant que ça s'inscrive. Ah, j'ai une coupure. Je pense que c'est bon, Pascal, on a tous eu une coupure, je crois, en même temps. Allez-y, Pascal, on vous entend, c'est OK. Alors, je ne sais pas si tout le monde a été coupé, en tout cas, j'ai été coupée. Allez-y, Pascal, c'est bon, on vous entend. On a été tous coupés, je crois. D'accord. Bon, mais je crois que le mercredi, c'est peut-être le jour du télétravail. On est tous connectés en même temps, c'est pour ça. Mais je vais faire plus court. Hein. Donc l'innovation, en tout cas, voilà, c'est vraiment quelque chose d'essentiel et il s'agit de bien définir le cadre de l'AMI, en tout cas pour favoriser cette innovation. Donc ne pas donner un cadre trop strict, hein. Et en même temps d'avoir aussi finalement des projets qui soient réplicables, qui soient concrets également à la fois. Les deux autres points, donc c'était valorisation, capitalisation et pérennité que je lis, puisque voilà, donc je reprends. Est-ce que vous m'entendez de nouveau? C'est bon, Pascal, oui. Alors peut-être que le mieux, c'est peut-être que tout le monde coupe sa caméra, sauf moi, parce que je pense que ça va améliorer la qualité du réseau. Merci. J'ai souvent le souci aussi quand on est trop nombreux à se connecter, c'est pour ça. Donc voilà, je liais les deux derniers points, c'est valorisation, capitalisation et pérennité, puisque c'est vraiment justement pour assurer la pérennité des projets, d'avoir ce partage d'expérience entre les lauréats, les porteurs de projets, et puis que ce soit aussi relayé par des structures externes telles que le CEREMA par exemple ou l'INRAE. Et d'avoir, tout comme pour le précédent groupe de travail, finalement aussi cette réflexion sur les indicateurs de mesure, donc qui permettent forcément voilà, de voir quel est l'impact des actions menées dans le temps. Donc, comme je le disais, voilà, en fait, on a ces grands principes qui ont été définis par le groupe de travail, encore une fois, pour avoir une action concrète finalement à terme du PRSE 4 au niveau local, avec des actions qui puissent mener par une multitude d'acteurs. Et pour renforcer l'impact de cette AMI, on a plusieurs points qui ont été soulevés justement par le groupe. Voilà, pour s'assurer de son impact, c'est à la fois de définir une enveloppe suffisante, mais surtout ventilée de manière équilibrée, puisqu'on voit bien qu'on a différents axes qui peuvent être touchés via cette AMI, et de bien anticiper, réfléchir en amont alors, à la coordination de l'AMI en termes de moyens humains, puisque forcément, ça va solliciter aussi un temps de préparation, aux modalités de sélection des projets, à la composition du comité de sélection, et puis au calendrier prévisionnel de lancement de l'AMI. On se doute voilà, que ce sont des sujets qui vont être anticipés, mais voilà, sur d'autres expériences d'AMI, on voit que souvent ça peut être dans le planning un temps assez important et parfois qui peut être sous-estimé dans l'urgence, on va dire. Dans tous les cas, tout sera précisé dans le cahier d'acteurs qui sera déposé sur la plateforme. Voilà, j'ai raccourci. Mathilde, merci Pascal. Je laisse la parole. Donc, comme le disait Pascal, les perspectives de ce projet, à la fois de plateforme de concertation du PRSE 4 dans le cahier d'acteurs, et puis également si ce projet est partageable avec d'autres acteurs franciliens, mais également d'autres régions. Alors, peut-être, vu le temps contraint que l'on a là, je vous propose simplement 5 minutes d'échange pour après qu'on ait le temps simplement de conclure en 10 à 15 minutes, histoire de rester dans les temps. Donc, place à l'échange. Si vous avez des questions, vous levez la main. J'essaye de vous donner la parole. Et puis, sinon, vous pouvez les inscrire dans le chat. Il y avait une question donc, dans le chat de Madame Pradier.
Donc, qui était plutôt sur le premier groupe de travail. Donc, je vous propose, Madame Pradier, qu'on y réponde après par écrit, a posteriori de cet échange. Et puis, une question de Monsieur Herbretot. Donc, avez-vous identifié des acteurs qui financeraient cet AMI ou le piloteraient? Point d'interrogation. Alors, je ne sais pas si une personne du groupe de travail, Alban ou Pascal, vous voulez répondre. En tout cas, bon, je vais répondre à cette question. Oui, on a identifié, donc en fait, en annexe du document principal de l'AMI, qui est un document type AMI que l'on peut retrouver de façon générale, il y a 2 annexes qui relèvent en fait des acteurs pilotes ou des acteurs partenaires identifiés dans les différentes phases de cette AMI, et puis également une autre annexe autour des indicateurs de mesure des actions de l'AMI. Est-ce que j'ai répondu à votre question, Monsieur Herbretot? Oui, il faudra que j'aille voir donc l'annexe pour connaître ses partenaires. Et en termes d'enveloppe, quel serait en nombre de projets à suivre? Est-ce que vous avez, pour que ce soit justement permettre de capitaliser, de promouvoir auprès d'autres acteurs par la suite? Quel serait, est-ce que vous avez pu déjà avoir un peu cette réflexion du nombre de projets à accompagner et puis avec quelle fourchette d'accompagnement qui serait nécessaire? Alors, pour vous répondre de façon globale, le nombre de projets dépendra finalement de l'enveloppe globale qui sera allouée à cet AMI. Il faudrait avoir quand même un nombre de projets qui soit assez révélateur, on va dire, d'un nombre qui pourrait après refléter en fait cette expérience-là. Mais l'essentiel est de pouvoir en fait avoir une équité en termes de projets lauréats, c'est-à-dire une équité en termes de projets au niveau de leur territoire, qu'ils soient urbains, périurbains et ruraux, une équité au niveau des types de porteurs de projets, donc plutôt acteurs publics, parapublics ou privés, et une équité aussi en termes de projets en eux-mêmes. Donc, que ce soit des projets qui valorisent plutôt la participation citoyenne, plutôt l'éducation dès le plus jeune âge, ou des projets plutôt d'aménagement, de construction, également de recherche. On cherche véritablement à avoir cette équité-là au niveau des lauréats. Et après, en termes du nombre de projets, peut-être Alban, tu peux répondre plus précisément. Plus précisément, je ne sais pas, mais en tout cas, un élément de réponse, et pour aller dans le sens de ce que tu viens de dire, c'est aussi pour ça, parce qu'on a eu des discussions sur les modalités au début entre appel à projet ou appel à manifestation d'intérêt. Et c'est vrai qu'effectivement, une des raisons qui a fait qu'on a retenu cette idée de l'AMI, c'est comment dire, la plus grande souplesse et la capacité à recouper un plus large éventail de projets sous le coup d'un AMI. Après, en termes d'enveloppe, comment dire, on a des points de référence, on a d'autres AMI éventuellement qui peuvent voilà, nous permettre de quantifier un peu, bah voilà, typiquement, si c'est mener un diagnostic ou une étude urbaine, on sait à peu près quel montant ça représente et comment ça peut être accompagné. Sur le nombre de projets, je crois pas enfin, j'ai pas souvenir qu'on a arrêté un nombre précis, mais pour aller dans ton sens, Mathilde, je pense que je vous dis ça à la louche, mais je pense qu'entre 5 et 10 lauréats, c'est quelque chose qui permet voilà, d'avoir un peu une diversité à la fois dans les profils, dans les types d'acteurs, dans les typologies de territoire. Et donc après, à partir de là et des éléments que j'ai donnés avant, on peut avoir une idée de l'enveloppe sur l'accompagnement. Et après, bon, c'est vrai qu'il y a aussi la question de la valorisation ou de la capitalisation derrière qui nécessite aussi d'être chiffré, on va dire. Mais là aussi, on a des points de référence, on a d'autres retours d'expérience d'autres AMI qui peuvent nous permettre quand même d'avoir une idée précise. Alors là, je ne veux pas donner de chiffres pour pas dire de choses un peu comme ça à la va-vite, mais voilà, on a des ordres de grandeur quand même. Je peux compléter dans Ouais. ce cas-là, si tu veux, Alban.
Il y a peut-être une référence qui peut être intéressante, c'est l'AMI, urbanisme transitoire de la région Île-de-France. On est vraiment sur ce type, pour moi, d'AMI, c'est-à-dire des petits projets, mais qui parfois peuvent avoir une taille un peu plus importante, une multitude d'acteurs possibles et de catégories de projets. Et c'est vrai qu'on est... Alors, eux font 2 sessions par an, donc voilà, tout dépend si on fait une session ou 2 sessions. Mais donc, ça peut être intéressant peut-être de se rapprocher de la région Île-de-France pour voir quel est le budget affecté. De mémoire, je crois qu'en effet, on n'était pas sur un nombre important de lauréats, mais je crois que c'était cette catégorie, ce nombre-là, 5 à 10. Il faudrait que je retrouve mes notes, puisque je les ai rencontrées par ailleurs sur un autre sujet. Et je crois que les enveloppes, on était peut-être par projet maximum 50 000 € de mémoire. C'est à peu près les chiffres que j'allais donner aussi, entre 30, 40, 50, C'est pour, ça. voilà. Mais À donc, la louche, hein. Voilà, mais je trouve en tout cas pour peut-être apprécier le budget, ça peut être intéressant voilà, de voir comment c'était pratiqué sur cette AMI. Merci à tous les deux. Monsieur Arbreto, est-ce qu'on a répondu à votre question? Oui, merci. Et en fait, moi j'attire l'attention effectivement sur l'aspect valorisation, capitalisation là, de ces, si ce type d'AMI est mis en place, parce que on le voit notamment au travers de l'AMI CAD qui a été fait dans PRSE, c'est la difficulté, c'est comme une vraie difficulté de bien pouvoir réutiliser les expériences menées pour en faire des faire valoir vers d'autres collectivités, et ça doit être vraiment réfléchi en amont de l'AMI pour que justement tout soit organisé pour bien pouvoir capitaliser ces infos. On le fait trop souvent effectivement en aval des projets, et finalement on n'a pas recueilli toutes les informations qui permettent de bien comprendre le mécanisme pour mener les projets. Et finalement, la capitalisation, elle porte pas tant sur le processus que sur le résultat, qui est certes important à avoir, mais comment tout cela se monte et se construit, c'est aussi quelque chose d'important à prévoir pour justement permettre aux autres collectivités et aux autres acteurs de se projeter sur la mise en œuvre d'un tel projet. C'est pour ça aussi. Pardon. Non, mais parce que bon, je me permets de rebondir, puisque l'AMI CAD, c'est un dossier qu'on connaît bien chez Ecopolis, puisqu'on est un peu impliqué aussi plutôt justement dans ce qu'évoque Nicolas Arbreto, c'est-à-dire l'aspect valorisation. Et effectivement, je pense qu'il y a 2 dimensions. Il y a à la fois la question de quel budget on alloue sur cette capitalisation, mais surtout quelle méthodologie et quelle structure pour relayer, pour diffuser. Est-ce que ça veut dire qu'on fait du webinaire, qu'on fait un colloque, qu'il y a du livrable? Effectivement, en tout cas, c'est des éléments importants. Je m'inscris dans la continuité de ce que dit Nicolas Arbreto. C'est des éléments bien à identifier aussi sur cette capitalisation. Vas-y Mathilde, excuse-moi. Non, c'est moi. Simplement pour rajouter, c'est vrai que dans cette AMI aussi, on a abordé le fait qu'il fallait vraiment penser à la coordination de l'AMI, notamment en termes de moyens humains, ce qui permettrait en fait de pouvoir porter en fait aussi cette capitalisation des projets lauréats et d'aller un peu plus loin. Sur ce, je vous propose de passer à la partie conclusion. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à nous les poser par mail, on vous répondra ensuite a posteriori du webinaire. Donc, je passe la parole à Sébastien Gardon pour la partie conclusive. Merci beaucoup. Et je te passe la slide, Sébastien. Merci Mathilde. Bonjour, rebonjour à tous et à toutes. Donc, je vais être assez rapide parce que voilà, le temps passe vite. Déjà, en conclusion, je voulais remercier en fait tous les participants à ces 2 groupes de travail pour leur temps, leur disponibilité, leur intérêt, leur engagement. Et puis, remercier aussi tout le travail qui est fait par le réseau ISE, et notamment Célia et Mathilde, qui est assez incroyable. Tous ceux qui sont autour de ce réseau, qui participent aux réunions, à ces restitutions, se rendent compte
toute la préparation, du lissage des infos voilà, qui sont données. C'est vraiment bien préparé. Et ce qui est assez incroyable, c'est qu'il se passe beaucoup de choses sur ces questions de One Health. Il y a beaucoup d'initiatives, beaucoup de GT. Et celui-là, il est un peu spécifique, parce que bon, il concerne à la base l'Île-de-France, mais on se rend bien compte que la dynamique qui est portée par ces travaux, par ce qu'on fait là, que ce soit dans ces 2 groupes de travail, mais aussi dans le colloque du réseau et puis les autres actions, c'est une dynamique qui est beaucoup plus large, qui dépasse vraiment l'Île-de-France et qui concerne plein d'autres territoires, plein d'autres niveaux d'action. Et on s'en est rendu compte, et notamment ne serait-ce que par les participants qui ne sont pas tous franciliens. Donc ces GT, en fait, vous en êtes rendu compte, si on revient sur leur dynamique de travail, sont un peu comme à l'image du One Health en pratique, qu'on essaye de mettre en pratique. On a eu des échanges riches, des sessions de travail intense avec beaucoup de questions, beaucoup de réponses, beaucoup de réflexions, où finalement on a beaucoup appris par la dynamique de travail, par la bienveillance, par les retours d'expérience, par les connaissances qui ont été diffusées, par le partage de bonnes pratiques. Et aussi, on a appris à faire ensemble, parce que on avait des questionnements de départ sur l'angle d'approche pour mener ces travaux, comment on allait s'y prendre, par où commencer, par quel bout prendre les sujets, quels étaient les objectifs, qu'est-ce qu'on allait pouvoir amener, apporter, quel retour un peu sur investissement. Et on se rend compte que la dynamique pluridisciplinaire, le mélange des regards, des professions, des disciplines, permet donc de trouver des solutions, d'ouvrir le champ des réflexions et de mettre en place une dynamique collective. Donc, vous l'avez vu au cours des séances, et on le voit même dans la restitution, il y a tout un travail de traduction, de mise en commun, de compréhension qui a été largement déployé dans le cadre de ces séances, parce que voilà, on ne comprend pas les choses de la même manière, qu'on vienne de la santé humaine, de la santé animale. Et on a eu besoin de partir sur des éléments un peu de vulgarisation des images pour essayer de mettre en commun des choses. Il faut partir sur des bases communes pour savoir en parler aux autres, à d'autres secteurs, à d'autres acteurs. Et donc de sortir un petit peu de notre vision du monde, de notre domaine d'expertise, de notre confort. Et donc ces GT, je pense que vous en êtes d'accord, avec aussi des échanges principalement virtuels, ont permis l'ouverture de la focale sur la nécessité finalement de prendre en compte le contexte global, les interactions multiples, directes et indirectes de nos actions, sur les acteurs qui gravitent autour des problématiques qui nous préoccupent, sur les territoires, sur les facteurs d'exposition, chacun qui sont un peu spécifiques. Et donc, on a essayé de faire du collectif, on a essayé de produire des choses en commun. Et les perspectives de ce type de groupe de travail, elles sont vraiment intéressantes parce que on peut vraiment continuer, même au-delà de ces séances, à poursuivre ces réflexions engagées. Donc, il y aura le colloque bientôt. On peut continuer à nourrir cette dynamique collective, ce partage d'expériences et de connaissances, s'ouvrir toujours à d'autres acteurs, et je pense qu'on en est tous convaincus et on essaye de le faire dans chaque action dans lesquelles on est impliqué. Et on voit que les choses se construisent au fil de l'eau, en action, pour aller au-delà finalement du projet initial. Et là, on a vraiment fait un cheminement ensemble avec un objectif et quelque chose qui se termine et qu'on peut boucler. Et ce qui nous permet finalement de mettre en action des choses assez concrètes. Donc on est en quelque sorte passé d'une approche interdisciplinaire à une approche un peu transdisciplinaire dans laquelle on essaye de dialoguer ensemble. Alors pour résumer en fait les 2 angles d'approche qui ont été présentés dans les 2 GT, alors, il faut que j'aille plus vite, non Mathilde, non du coup? Je vois que là, on est déjà à la slide d'après. Non, sans souci, c'est qu'on essaye d'anticiper un peu pour pas qu'il y ait de retard après. Sans problème, Sébastien. Voilà, je termine juste pour dire finalement les 2 travaux qui ont été présentés aujourd'hui en commun dans 2 démarches, c'est que d'une part, on a un premier type de travail dans le premier GT qui a été centré sur des démarches territoriales de santé,
Ça, c'est vraiment une grande piste d'action assez prometteuse, où on a des démarches en lien avec des sujets d'actualité connus, hein, que ce soit dans le monde médical, le monde vétérinaire, hein, sur voilà, la déprise médicale, l'exercice coordonné des professions de santé, le lien ville-hôpital, le virage ambulatoire, la prévention, comme l'un des maîtres mots pour un système de santé plus efficient, et plus efficace, plus durable. Et là, on voit que les professionnels de santé humaine et animale, des deux côtés, sont soumis, ces professions sont soumises à des problématiques communes au sein de systèmes qui sont un peu cloisonnés par les professions, hein, qui sont quand même très sectorialisés. Et là, le dialogue, il est important. Et donc, il faut aller vers ces démarches territoriales de santé qui, d'un point de vue qui concerne plus, pour l'instant, la santé humaine, mais qui ont vocation à s'ouvrir aux professions de santé vétérinaire, on l'a vu. Et là, on peut aller vers une dynamique de territoire qui est importante et qui peut se faire au bénéfice de tous. Et donc, ces compétences qui sont nécessaires pour ces démarches territoriales de santé qu'on retrouve dans les CPTS ou les CLS, qui sont présentes dans les ARS et au niveau régional, tout ça, constitue en fait des enjeux pour lutter, pour mettre en place des moyens de lutte contre la déprise des professions de santé. Et c'est important de les soutenir. Il faut faire du lien avec les collectivités locales, qui sont les acteurs clés, hein, des CLS. Le deuxième groupe de travail dont on vient d'avoir la restitution était plus centré sur les questions d'aménagement du territoire à différentes échelles, en essayant de lier la participation de différents acteurs assez hétérogènes, des citoyens, des professionnels, avec différentes générations, et avec des compétences variées, que ce soit la commune, les régions, les départements, les intercommunalités, hein, les EPCI. Et les projets qu'on présente ou les actions qui ont été présentées ne sont pas finalement nouveaux, hein, mais l'idée, c'est d'ouvrir à ces approches One Health qu'on a essayé sur lesquelles on a essayé de travailler pendant ces séances. Donc, on peut dire que là, il y a vraiment des choses à faire, parce que si la santé, au sens large, mais là, ce dont on parle, c'est plutôt une seule santé, hein, One Health, ne sont pas vraiment inscrites de façon textuelle dans les compétences spécifiques des collectivités territoriales. Les choses bougent, hein, les paradigmes changent. Hein, j'en profite au passage pour vous dire que voilà, la DG santé au niveau de l'Union européenne va s'appeler la DG One Health. Hein, c'est tout récent. Donc, ces compétences One Health, elles ne sont pas vraiment inscrites dans les champs d'action des collectivités locales, et même les compétences One Health n'existent pas vraiment, même s'il y a des postes, s'il y a des choses qui s'ouvrent. Mais il y a de la marge, et c'est ce qu'on a vu à travers les actions, sur nos réflexions, il y a de la marge pour faire du One Health dans les territoires. Et l'un des objectifs, et ce qu'on n'a jamais vraiment perdu de vue, c'est que ces deux actions, la restitution des travaux de ces deux GT, contribuent à en donner des exemples et vont diffuser largement au-delà de l'Île-de-France et à l'échelle du territoire français, ou même encore plus large. Alors, cette dynamique de compréhension de ce qu'est le One Health, cette dynamique de travail qui nous a occupés pendant ces quelques mois, et que chacun finalement embrasse au quotidien depuis peut-être plusieurs années. Juste pour partager à la fin avec vous finalement d'autres ressources, d'autres infos. On avait eu l'occasion de présenter notre livre avec Amandine Gauthier, Gwenola Lenaour, Serge Morand sur Sortir des crises, One Health en pratique, un livre qui est paru chez Quae, et dans lequel on a plein de témoignages et de points de vue d'analyse de vétérinaires, de médecins, d'écologues, d'agronomes, d'économistes, avec beaucoup aussi d'entrées et de questions de sciences sociales. Donc je vous invite à le parcourir, à en parler autour de vous. En écho à tout ça, il y a aussi en même temps le film et le livre La fabrique des pandémies, qui sont sortis, qui ont été diffusés dans plein d'endroits, dans plein de cinémas, dans plein de lieux, et qui donnent à voir, alors là on est vraiment sur des enjeux internationaux aussi, qui donnent à voir plein de choses sur voilà, l'état des connaissances et ce qu'on peut faire, et les enjeux, les impasses. Et puis un autre élément qui peut être vraiment très utile pour vous dans la transmission
des connaissances, dans le dialogue et dans l'échange. C'est vraiment aussi la fresque One Health qu'on a mis en place avec différents partenaires avec AgroSup, et donc il y aura un grand lancement international qui va être orchestré le 3 novembre. Le 3 novembre, c'est la journée mondiale One Health, et à 17h en ligne, il y aura des choses sur Lyon, mais il y aura des choses aussi en webinaire. Il y aura le lancement de cette fresque qui est un outil de médiation, de compréhension de ces enjeux et qui peut être utilisé, approprié à différents niveaux, hein, pour les experts, les scolaires, les élus, les collectivités locales, les professions. Il faut 3 heures pour jouer à cette fresque et c'est vraiment un bel outil pour parler de toutes ces questions. Et puis, dernière chose, on prépare pour 2023, et certains d'entre vous y contribueront, un manuel, un guide One Health qui va paraître aux éditions des presses de l'École des hautes études en santé publique de Rennes, qui va sortir en 2023, 50 fiches pratiques de 4 pages sur les questions de One Health. Donc, merci beaucoup, hein, pour vos contributions, pour cette dynamique de travail et ces 2 belles restitutions. Et je laisse le mot de la fin à Mathilde. Merci beaucoup, Sébastien. Donc, peut-être petit mot de fin. Vous allez voir la dernière slide arriver avec un petit peu de retard parce que je ne l'ai pas activé à temps. Simplement pour vous dire déjà un grand merci à tous pour votre participation et pour votre attention aujourd'hui, malgré les difficultés techniques qu'on a rencontrées. Ça a marché. On est content que vous soyez restés derrière votre caméra et que vous ayez tenu le coup. Et puis, du coup, un dernier Save the Date, donc le 8 novembre 2022, donc très prochainement, le colloque du réseau 2022, qui s'intitulera « La santé environnementale et une opportunité pour les professionnels de santé » et un colloque qui alliera professionnels de santé en santé humaine et profession vétérinaire. Le lieu, ce sera au CNAM à Paris et donc il y aura un format hybride, donc vous pourrez être en présentiel mais aussi suivre en direct, en distanciel, et le programme et les inscriptions arriveront très très prochainement. Merci à tous. Très bon après-midi. Je remercie encore les membres des 2 groupes de travail et je vous dis à bientôt. Merci. Bonne journée. Merci. Merci.